Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette masterclass proposée par Lumesca des portraits haut en couleur. Aujourd'hui, on s'attaque à la section retouche des photos et on va voir ensemble comment avoir un environnement de travail propre et vraiment bien étudié pour retoucher ces photos dans les meilleures conditions. Alors dans un premier temps, on va voir qu'on travaille sur un écran BenQ qui est vraiment fait pour la retouche photo et avant tout, on va voir comment le calibrer avec une sonde X-Rite et c'est Hervé qui va vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer 2 ou 3 éléments de configuration qui sont importants quand on fait un travail de retouche photo sur des photos comme ce qu'a fait Loris. Première chose super importante, l'environnement de travail dans lequel on se situe. On va travailler typiquement dans une pièce faiblement éclairée. Alors faiblement éclairée, c'est éclairé de combien? Très simplement, vous ne voulez pas être en pleine lumière, vous voulez être dans une lumière faible et il faut pouvoir voir quand même clairement votre clavier et votre souris. Voilà, hein, comme cible pour vous à regarder. Pour la partie calibrage ensuite de l'écran, eh bien, on va utiliser une sonde pour calibrer l'écran. On en a amené 3, mais bien sûr, vous n'en utiliserez qu'une. Il y a i1 Display Studio qui est bien pour des petites configurations, si vous avez uniquement un ordinateur portable ou un écran bureautique. L'i1 Display Pro, c'est celle qu'on va utiliser, c'est la plus répandue. Et pour ceux qui font photo et qui vont jusqu'au tirage, l'i1 Studio permet aussi de créer des profils d'impression. On ne va pas le montrer aujourd'hui, mais juste, ça vous donne comme ça une idée des solutions qui existent pour vous. L'i1 Display Pro, c'est celui qu'on va utiliser maintenant pour calibrer cet écran. Cet écran, c'est un écran BenQ SW271C, c'est le tout nouveau modèle, on vient de le recevoir il y a 2 jours. Je crois que c'est la première fois qu'on le montre en France. C'est un écran 27 pouces, donc 27 pouces c'est la diagonale de l'écran. Il a une dalle IPS extrêmement précise et très homogène. Alors, homogène, ça veut dire quoi? Que en tout point de l'écran, si je donne l'ordre d'afficher un gris d'une certaine valeur, eh bien partout sur l'écran, du coin haut à gauche ici, au coin bas à droite ici, ce sera le même gris exact. Partout. Donc très homogène. Une finition mat, très légèrement satinée. Et c'est très important pour la fatigue oculaire pour les photographes qui travaillent de longues heures sur une série de photos. Et cet écran, il est 4K, UHD, HDR, connectique USB-C. Alors la connectique USB-C, ce qui est intéressant, c'est que sur un portable comme celui qu'on a ici, eh bien notre écran, il est capable non seulement d'envoyer le signal vidéo, mais aussi de redonner au portable 60 watts de puissance, c'est-à-dire que c'est l'écran littéralement qui peut recharger l'ordinateur portable. Alors ça fait un câble de moins, ça peut être intéressant. C'est les nouvelles connectiques qui existent, Neuchamp juste pour ça, mais c'est intéressant de savoir que les toutes dernières générations d'écrans, elles permettent des choses comme ceci. Il est quand même équipé des autres connectiques type HDMI, et d'autres connectiques qui iront avec vos cartes graphiques existantes, ne vous inquiétez pas. Alors, typiquement, une sonde i1 Display Pro, elle se connecte tout simplement sur le port USB. Et on va la positionner sur l'écran. Vous verrez qu'il y a une petite zone qui est très douce pour jamais abîmer la surface de l'écran. Et un petit contrepoids. En appuyant comme ça dessus, on va pouvoir l'ajuster parce qu'on va la mettre typiquement comme ceci, en gros sur le milieu de l'écran, tout simplement. On s'assure qu'elle est bien. S'il faut, on donne un tout petit peu d'angle pour que ça colle bien. Voilà. On va ensuite lancer notre logiciel i1 Profiler. Donc le calibrage, on va le faire en mode simple pour que ce soit parlant pour tout le monde. Et puis, bien entendu, vous pouvez le faire dans des configurations plus avancées, plus sophistiquées si vous le souhaitez. Donc, je clique sur i1 Profiler. Display Profiling, c'est l'étalonnage de l'écran. Et on voit tout de suite que l'écran est reconnu, ainsi que son rétroéclairage. Ici, on est sur un rétroéclairage à LED blanche. Le point blanc, parce qu'il y a 2 paramètres clés à donner pour que le calibrage se passe bien. La valeur du point blanc et puis la luminance. La luminance, c'est la quantité de lumière émise par l'écran. Pour le point blanc, on va choisir, par exemple ici,
une valeur de 6000 Kelvin qui est un bon intermédiaire pour ce qu'on fait ici pour le travail de Loris. Les bons réglages se situent entre 5005 et 6005, qui sont tous des valeurs de point blanc dites lumière du jour. Il y a une plage sur laquelle vous pourrez travailler. Si vous êtes plus sur le print, allez vers 5005. Si vous êtes plus sur le web, allez plutôt vers 6005. Là, on a choisi 6000, qui est un bon intermédiaire. Et puis, le truc le plus important, finalement, c'est la luminance, la quantité de lumière émise par l'écran. Et là, on va se mettre, par exemple, ici, à 100 candela par mètre carré. Si vous avez une pièce qui peut être bien assombrie, vous pouvez descendre à 90, voire à 80 candela par mètre carré. 80 candela, c'est la recommandation de la norme ISO pour la retouche photo. Vous ne touchez pas au gamma, on laisse un gamma à 2,2 et on va maintenant pouvoir lancer le calibrage. On est ici sur une plage de couleurs qui vont être exécutées au fur et à mesure pour caler notre écran. Et on se rend compte qu'il y a des couleurs clés qu'on retrouve un petit peu ici. Il y a le RVB, cyan, magenta, jaune, noir qui sont les couleurs clés. On va le lancer maintenant. Donc je lance le calibrage. Donc ici, on fait une mesure de la lumière ambiante. Comme ceci, vous avez vu que j'ai ramené le petit capot ici avec le diffuseur sur la sonde. Je la pose là et je fais Next ou suivant. Voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'un calibrage, même sur un écran qui est ici neuf, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a voyagé. Il est venu d'Asie jusqu'en Europe, donc entre le camion, l'avion, le bateau, on ne sait pas. Tout ça, ça vient jouer. L'écran, il a beau être calé en usine, il est très important de le calibrer, notamment la première fois que vous l'installez dans votre environnement de travail, à l'endroit où il va être installé. Le premier calibrage, il est particulièrement important. Et puis ensuite, une fois par mois, vous allez vérifier que l'écran reste dans le même état. Alors c'est super important parce qu'une série comme ce qu'a fait Loris le 25 mars dans la masterclass, eh bien, elle peut participer à une série plus vaste qui sont que des portraits de type gélatine avec 2 teintes. Et donc si d'un mois sur l'autre, son écran n'était pas dans le même réglage, bah, sa série, elle risquerait d'être modifiée comme ça. Donc être sûr qu'on a un écran qui est en fait notre juge de paix, bien calibré, pour qu'on fasse une série sur une journée ou sur plusieurs mois, parce que beaucoup de photographes font ça, eh bien on a notre écran qui va donner les couleurs et la lumière de manière identique. Et donc comme ça, je peux travailler en parfaite assurance que je n'ai pas de modification dans mon flux Lightroom ou Photoshop. Ici, on voit l'écart qu'on obtient après le calibrage. Je fais suivant. Je sauvegarde mon profil. Je demande à être prévenu toutes les 4 semaines. Vous voyez ici que le profil s'est bien sauvegardé. On a un effet avant-après si on le souhaite. Et vous voyez qu'ici, sur cette image, avant le calibrage, après le calibrage. On est mieux équilibré. C'était un tout petit peu trop froid avant le calibrage. Vous ne le voyez pas forcément dans l'émission, puisque à travers YouTube, tout ça ne passera pas forcément. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'éventuellement, je vais demander à Loris qu'il me dise s'il voit un écart entre les deux. Je vais pour cela prendre cette photo qui est très colorée. Viens avec moi. Donc ici, tu as, avant le calibrage, on avait ça. Et après le calibrage, on a ceci. Alors on a un peu de gain dans les tons sombres. Le détail, par exemple, dans les cheveux ici. Les couleurs sont plus précises et on va avoir un meilleur respect des dégradés de couleurs. Un appareil comme ça est beaucoup plus sensible, bien entendu, au niveau des couleurs. Mais ça affecte les hautes lumières, les basses lumières, les teintes saturées et tout ce qui est les dégradés de manière beaucoup plus précise pour vous. Voilà. Ça, c'était pour le calibrage. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer. Merci. Donc là, on se retrouve avec une sélection des photos qui ont été faites pendant le workshop.
On a une sélection d'une vingtaine de photos, on ne va pas toutes les faire ensemble parce que ce serait beaucoup trop long. Mais il y en a une de chaque set minimum, comme ça on pourra voir ensemble ce que ça donne. Donc là du coup l'écran a été calibré par Hervé et c'est vrai que je vois une différence flagrante entre ce que je vois sur mon écran d'ordinateur portable et ce que je vois sur l'écran qui est calibré. Et du coup, quand on fait du print, surtout le danger est là, c'est qu'on a peut-être un rendu qui est beaucoup plus lumineux, voire beaucoup plus flatteur sur un écran de type ordinateur, téléphone portable et compagnie. Mais ce qu'on va imprimer, c'est ce qu'on a là-dessus. Et donc le piège, c'est de ne pas se faire avoir par ça. Et donc, surtout si on fait du print, de plutôt se fier à ce qu'on a sur un écran calibré en face de nous. On va regarder ensemble comment je développe un peu mes photos. En général, comme je vous l'expliquais pendant le workshop qu'on a fait jeudi dernier, j'ai tendance à shooter mes photos de façon à ne pas trop les traiter derrière parce que non seulement je suis feignant et qu'en plus je ne suis pas un grand retoucheur. Donc j'essaie toujours d'avoir les fichiers les plus propres possibles. Mais après, on va quand même leur donner tout ce qui est un espèce de mood global. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'ai des setups que j'appelle simples ici, qu'on va pas trop utiliser parce que le but c'est vraiment qu'on reparte ensemble sur quelque chose de neutre, qu'on voit ensemble un peu ma façon de faire. Moi, comme je vous le disais, le profil Adobe Color, surtout avec les gélatines, c'est un truc que j'aime pas et c'est un truc que Lightroom me met systématiquement sur toutes mes photos. Donc en général, je vais repasser sur un standard du boîtier parce que je m'étais quand même fié globalement à ça quand j'ai shooté. On voit que cette photo est assez propre. Je vais shooter en carré pour cette série parce que j'adore les photos carrées. Et donc là, on a une photo très propre, avec des couleurs assez cool. Ça manque un peu de profondeur. On va choper un peu de contraste. Le contraste, on peut le faire soit à la courbe, soit avec le bouton contraste. Moi, je préfère la courbe, personnellement. Je trouve que j'ai un peu plus de latitude de retouche. Alors l'idée, c'est qu'on va essayer de cleaner cette photo sans la salir. Quand on met trop de contraste, on va avoir ou de clarté par exemple, on va avoir ces effets là où toutes les zones vont être beaucoup trop nettes. La clarté, c'est quelque chose que je mettais énormément quand j'ai commencé à retoucher des photos il y a des années et que j'ai enlevé de tous mes presets il y a un petit moment parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça donne un côté tape à l'œil aux photos mais qui du coup n'est pas forcément tout le temps heureux. Quand on bosse avec les gélatines, surtout en RAW, on peut se permettre d'aller chercher pour des effets créatifs à bouger la température de couleur ou la teinte. Encore une fois, pour des effets créatifs. Toutefois, il faut faire gaffe parce qu'il y a souvent des moments où, voilà, là par exemple, on voit que dans mes jaunes, je perds complètement du détail. Alors que l'idée avec les gélatines, c'est vraiment de garder du grain de peau. Et quand je vous disais que certaines couleurs en permettaient d'en voir plus que d'autres, on voit que dans ce vert-là, j'ai beaucoup plus de grains de peau et de détails que dans ce jaune. Et donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Pour moi, un des outils les plus puissants et les plus dangereux à la fois, c'est cet outil de calibration qui nous permet d'aller finement chercher dans les couleurs, mais qui peut nous permettre aussi de complètement défoncer l'image. Donc en fait, il faut y aller avec beaucoup de douceur, et on voit que petit à petit, je vais commencer à récupérer des teintes qui me plaisent beaucoup plus. Je vais déjà faire un petit avant-après. C'est très léger pour le moment, mais petit à petit, on voit qu'on peut aller chercher des teintes un petit peu plus sympas. Et encore une fois, l'idée avec la gélate, c'est pas de vouloir le maximum de saturation possible, parce que c'est là qu'on va commencer à faire des conneries, genre à faire ce genre de trucs. Souvent, les gens, quand ils pensent gélatine, ils pensent à ce rendu-là. Et ce rendu-là, il faut vraiment faire gaffe. Alors, comme je l'ai dit pendant le workshop, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, je ne suis pas technicien, mais je me suis rendu compte que pour les gélatines, la saturation marchait mieux que la vibrance. La vibrance va vite me donner ce côté too much, alors que la saturation, utilisée avec parcimonie, va vraiment me laisser un peu plus de latitude. Après, ce qui est très puissant aussi avec les gélatines, vu qu'on parle vraiment de couleur, c'est le panneau TSL forcément. HSL parce que mon ordi est en anglais.
le panneau TSL qui va me permettre de choisir la teinte, la saturation et la luminance de chaque couleur. Quand je vous parlais de récupérer du grain de peau et des hautes lumières, c'est un truc qu'on peut faire avec la luminance. Dans le jaune par exemple, on voit que là je vais récupérer un petit peu de détails dans le grain de peau. Et c'est quelque chose qui marche assez bien. Et après du coup je peux gérer indépendamment chaque couleur. Alors voilà, là c'est pile ce qu'il ne faut pas faire, je vous montre. Quand on commence à avoir ce genre de cassure dans l'image là, c'est vraiment là qu'il faut arrêter de toucher à ce bouton. Quand on fait de la gélate, on veut quand même avoir un rendu qui reste naturel. Si on voit qu'on a un réglage qui va nous changer les transitions, c'est le plus important, les transitions entre les couleurs, et ben il faut faire 100, parce que sinon c'est là qu'on va avoir un rendu vraiment, vraiment plus naturel et vraiment too much. Là, cette photo-là, pour moi, elle est presque déjà trop saturée, en vrai. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le grain. On va aller mettre un peu de grain. Et là où on a de la chance avec le grain, c'est qu'en plus, ça adoucit un peu la peau, et c'est quelque chose que j'aime bien. Je n'aime pas la clarté excessive, tout comme je n'aime pas qu'on mette de la clarté négative. C'est quelque chose qui, pour moi, ne marche pas. On voit qu'il y a 2-3 petits boutons qui traînent par-ci, par-là. On va les enlever. Alors après, pareil, je ne suis pas retoucheur beauté, je ne sais pas faire de toute façon. Si jamais je devais faire des photos beauté, je passerais par un retoucheur pro, parce que je considère, moi, que c'est deux jobs un peu différents. Il y a des gens qui font très très bien les deux, mais moi, ce n'est pas mon cas. Et donc voilà, on a commencé à cleaner un peu tout ça. Et je trouve que cette photo, elle commence déjà à avoir une petite gueule bien sympa. Comme je vous disais, on partait sur le fait qu'on partait sur des photos d'artistes. On voit qu'on a un univers un peu old school qui se dessine avec le bandeau dans les cheveux, ces couleurs un petit peu qui rappellent un petit peu les couleurs vintage. Moi, ça me plaît pas mal. Hop, on va aller regarder encore un peu là-dedans. Il y a aussi l'outil évidemment de color grading qui est ici, qui peut permettre d'accentuer un peu quelques teintes, que j'aime beaucoup utiliser en fin de traitement. Souvent je fais ma base avec, pour les gélatines encore une fois, souvent je fais ma base avec l'outil calibration qui est tout en bas qu'on a vu tout à l'heure, et après je viens affiner ici. Il y a quand même, encore une fois, il faut éviter d'avoir ces hautes lumières qui m'enlèvent complètement tout le détail. Là on voit que j'ai encore du détail partout. On voit que j'ai encore tout ce qu'il me faut et qu'on est globalement pas trop mal. On peut en fin de série mettre un petit peu de netteté générale. Et là on voit qu'on a une photo dans un univers, comme je disais, un petit peu vintage qui, moi, je trouve qu'elle marche très très bien. Ici on est sur un portrait un petit peu plus arty, comme ce qui était quand même un peu le but pour moi. Et on voit que les gélatines étant gérées dès la prise de vue, je vais encore lui remettre une fois. Je vais encore lui remettre mon profil Nikon. On voit que cette photo, en vrai, elle marche déjà pas mal. On pourrait lui trouver des... C'est une photo que je pourrais sortir comme ça, globalement. D'où l'intérêt, comme je vous disais encore une fois, de shooter de manière propre. Cette photo-là, clairement, je pourrais la poster telle qu'elle. Il n'y a aucun changement qui n'a été fait. Et j'aime bien aussi montrer ça des fois, c'est ce côté, il n'y a pas forcément besoin de passer un temps fou au traitement, parce qu'il y a des fois où si on a bossé à la prise de vue, et ça marche. Alors évidemment, je pourrais essayer d'autres choses, hein. J'ai un RAW qui est très souple, je pourrais essayer d'aller chercher des teintes un peu différentes, d'aller l'enjoliver un petit peu, mais comme on voit, cette photo, en fait, globalement, marche déjà telle qu'elle est. Et pour vous montrer un petit peu que ça m'arrive de faire ce genre de choses, je vais laisser cette photo telle qu'elle, parce que pour moi, cette photo telle qu'elle marche très bien. Voilà, on arrive plutôt dans le dur du sujet. On arrive sur des photos colorées où le visage est coloré. Donc ce genre d'image, c'est les plus casse-gueule, parce qu'on va avoir envie d'avoir de la couleur, mais on va avoir envie d'avoir du détail, et on va avoir envie d'avoir tout sur une seule photo. Et pour faire ça, globalement, il va falloir jouer avec. Comme je vous l'ai dit, la saturation.
voyez, la saturation, elle va me donner ce côté très coloré, là où la vibrance va me donner ce côté fouillis, too much. Encore une fois, sur les photos avec gélatine, je préfère la saturation, que je trouve un petit peu plus fine à utiliser. Ce qui marche avec les photos avec gélatine, surtout quand on a des visages colorés, un petit peu de clarté, ça peut ne pas faire de mal sur les hautes lumières. Ici, là, alors je vais vous montrer la différence. On va voir que ça va quand même faire ressortir un peu de haute lumière sur le visage, un peu de brillance. Et du coup, sur les photos avec gélate, surtout quand j'utilise des gélatines sombres, comme des bleus très profonds ou du rouge, un petit peu de clarté, ça va redonner du détail au visage. Et ça, c'est pas désagréable. Encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Hein, le traitement d'une photo, c'est de la recherche. C'est un peu, faut pas hésiter à essayer des choses. Faut pas hésiter à aller trop loin puis se rendre compte après qu'on a été trop loin. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec parcimonie et d'y passer un peu de temps, hein, parce que, comme je vous dis, il y a des photos qu'on peut sortir quasiment sorties du boîtier, puis il y a des photos qui vont demander un petit peu plus de taf. Vous voyez ici ce bouton que j'adore, ce bouton teinter les ombres dans le panneau calibration. Il me permet, sans dégrader l'image, vraiment d'avoir deux ambiances très différentes. Et c'est un truc que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup. Alors pareil, évidemment, le curseur blanc me permet de récupérer des hautes lumières sur le visage. Et comme je vous disais, souvent en fin de traitement, je vais chercher si des choses peuvent me plaire par ici. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de venir complètement changer le traitement, c'est de venir voir si ça apporte quelque chose ou pas. Et si ça n'apporte rien, bah, vous voyez, ici, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus typé. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Hop. Vous voyez, j'avais un fond assez sur éteinte verte qui était apporté par mon bleu. Et là, je l'ai un petit peu réchauffé. Je trouve que ça colle beaucoup plus avec l'image globale. Cette photo me plaît pas mal telle qu'elle. Je l'aime beaucoup. On va partir sur ça. Alors encore une fois, comme mon traitement n'affecte pas trop les couleurs de manière générale, je peux tout à fait essayer de le coller d'une à l'autre. Des fois, je fais ça pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est heureux ou pas. Ben, ici, on voit que par exemple, ça apporte quand même un sacré plus à l'image. Donc c'est le traitement d'avant que j'ai bêtement repris. Juste, je trouve que la peau là du coup est trop orange, trop saturée, et que c'est un peu dommage. Donc je peux encore une fois aller chercher un pic de, ce petit outil là pour cliquer dessus et bouger la saturation de cet endroit. Voilà. Et je trouve que du coup ça marche plutôt bien. Est-ce que cette photo commence à avoir un petit quelque chose? Encore une fois, on peut aller chercher un peu de colorimétrie. Là, en désaturant un peu les bleus, je récupère une teinte de peau qui est beaucoup plus logique et qui marche plutôt pas mal. Alors, on voit que j'ai shooté à f4.5. Alors, c'est bien aussi de se rendre compte des fois que... Alors, comme je disais, c'est pas un shoot beauté. J'ai fait la map sur les yeux. Sur cette photo, la bouche est un peu floue. J'aurais pu fermer plus. Voilà. Des fois, on se rend compte de ça au traitement. Alors, ce n'est pas une photo ratée pour autant, la photo marche, mais j'aurais pu fermer un peu mon diaph pour récupérer une bouche bien plus nette. Voilà, à savoir. Donc, faites bien gaffe à ça pendant vos shootings. C'est pour ça qu'aussi, shooter avec un écran connecté, ça peut permettre de voir ce genre de détails directement le jour du shoot. Donc là, on voit que on est tout au bord sur la chemise, mais que rien n'est cramé, mais qu'on est vraiment tout au bord. C'est un peu le danger avec ces vêtements trop blancs, c'est que du coup, il attire l'œil forcément, mais le vêtement est blanc, donc forcément, il est plus présent. Si on le veut un peu moins présent, à part le traiter localement, on pourrait tout à fait le traiter localement en le faisant très vite comme ça. On pourrait au besoin faire ça. Ça, c'est vraiment à votre appréciation. C'est sûr que ça attire un peu moins l'œil et que ça referme le regard sur Maël, ce qui n'est pas plus mal en soi.
Donc là, on arrive sur une situation d'une photo où il y a un peu plus de taf. On a un rendu qui est très coloré, avec plusieurs couleurs. Donc il faut faire gaffe à ce que tout s'harmonise bien. Je vais remettre mon profil standard. Et donc là, encore une fois, ben, comme d'hab, je commence toujours par chercher un peu de saturation pour donner un peu de peps aux gélatines, et je vais directement dans ce panneau. Quand je bosse avec les gélates, voilà, vous voyez la différence, comment en un clic, je fais la photo, quoi. On voit que ça apparaît tout de suite. Et encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de tout dénaturer, mais c'est d'aller chercher des harmonies de couleurs qui marchaient bien. Les gélatines qui étaient utilisées à la base étaient déjà choisies parce qu'elles marchaient bien ensemble. Et maintenant, le but, ça va être de leur donner un petit liant, un petit quelque chose qui marche bien. Je trouve que là, tout marche, à part cette couleur un peu bleutée qui pourrait un petit peu plus s'incruster, se mélanger aux autres, et peut-être être un peu plus saturée pour le coup. Voilà. On va la saturer un peu plus. Et ça, on peut également la faire revenir avec un peu de luminance. Je regarde, je teste des choses, hein. On voit que la luminance, ça marche plutôt bien. Alors il y a un truc que je fais assez rarement, mais que là je viens de remarquer sur cette photo, pareil en la traitant et en commençant à modifier les couleurs, c'est que j'ai demandé à Maël de se mettre de profil pour qu'on voit bien l'effet des backlights sur sa bouche et compagnie. Mais du coup, en se mettant de profil, son épaule s'est retrouvée devant et son visage un peu en arrière, donc son épaule a pris plus de lumière que son visage. C'est-à-dire qu'en plus, comme elle a un t-shirt blanc, enfin une chemise blanche, ça ne se serait pas forcément vu ou ça n'aurait pas été dérangeant si l'habit n'ait pas été blanc, mais là je trouve que l'habit il prend vraiment, vraiment trop de lumière, et on voit qu'on perd du détail à cause des hautes lumières sur cette chemise. Donc là en fait, on va profiter du fait qu'on shoot en RAW pour aller baisser un petit peu les hautes lumières localement, et juste pour redonner à la chemise un petit peu plus de texture, voilà, et faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins tape à l'œil. Voilà. C'est ça tout l'intérêt de shooter en RAW, c'est de pouvoir faire ce genre de manipulation par la suite. Moi, j'hésite pas à me permettre ce genre de manip pour justement servir mon image. Et après, l'idéal étant que ça reste quand même assez naturel. Là, je peux la remonter un peu, voilà, dans le global. Et là, on voit que du coup, ça commence à faire le job, cette image. Je la trouve vraiment très équilibrée au niveau des couleurs. On pourrait cleaner encore un peu la peau, je vais le faire en off pour pas vous prendre un temps fou, mais on voit que ça marche plutôt bien. Et dernier cas, et non pas des moindres, c'est cette fameuse photo avec les gélatines rouges. Je vous ai souvent dit au cours du workshop que les gélates rouges, ça pose problème non seulement pour la prise de vue, parce que ça défie les lois de ma compréhension, et qu'en plus, ça peut vite bouffer tout ce qui est grain de peau. On peut avoir limite l'impression que c'est flou, alors que ça ne l'est pas. Si on regarde par exemple le bout du nez, on voit qu'il est net, on voit que c'est net, mais toute cette partie-là, on manque de grain. Donc ce que je fais pour les gélates rouges, c'est que je shoot de manière à avoir la couleur sans que ce soit trop surex ni saturé, et par la suite, je viens un petit peu récupérer du grain comme ça, et ensuite c'est un espèce de mélange de voilà, de clarté, de haute lumière, de saturation. La gélate rouge, de toute façon, on aura beaucoup de mal à avoir un grain de peau ultra présent, très propre et tout. Donc pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, il faut voir ce type de photo comme une œuvre un peu plus globale, dans laquelle on va vouloir chercher des couleurs et des contrastes plus qu'une photo techniquement irréprochable. Là, on voit par exemple que
ça commence tout de suite à marcher beaucoup plus avec ces contrastes de couleurs là. Et vous voyez comme ça c'est assez intéressant à voir, plus je m'éloigne du rouge et plus je récupère la forme du visage, quoi. Et c'est bien ce que je dis souvent, du coup le rouge donne cette sensation de presque flou et d'enlever de la profondeur, mais on peut quand même s'en servir pour avoir un effet visuel assez cool. Et encore une fois, c'est encore un exemple où la clarté va aider un petit peu, vous voyez, à récupérer un peu cette sensation. Et pareil, pour récupérer un peu de grain de peau, on peut, sur les photos avec une gélate rouge, chercher un petit peu de netteté ici, là. Et là, du coup, on va récupérer un petit peu de sensation de grain de peau, de net. Alors, les gélates rouges, c'est très compliqué, mais je n'arrive pas à ne pas en faire. J'adore ça. J'adore cette couleur. C'est celle qui est la plus chiante à capturer. C'est celle qui est la plus chiante à rendre. Le rouge, quand c'est posté sur Insta, j'ai déjà posté des monochromes rouges. À la compression, ça mange sévèrement. Mais c'est une gélatine que j'adore et que je n'arrive pas à ne plus utiliser. Et je trouve que pour le coup, celle-là marche plutôt bien. Alors pendant la masterclass, on a dit qu'on verrait comment utiliser cette charte de couleurs. En fait, c'est quelque chose qui va surtout intéresser les gens qui shootent de nuit par exemple, qui shootent du paysage, qui shootent de la repro, qui doivent faire de la reproduction d'objets, qui doivent shooter des lookbooks où les couleurs doivent être très précises. Dans le cadre de ce que je fais moi, où je fais des traitements qu'on peut appeler créatifs, on pourrait s'en passer. Mais par contre, si vous voulez avoir quelque chose qui est très neutre avec des couleurs vraies, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider parce qu'en fait, ça va servir de référence sur votre photo et je vous montre directement comment ça marche. On a donc il faut donc, comme on l'a vu, faire une photo avec la charte bien éclairée. C'est important que la charte soit éclairée uniformément sur la photo, tenue de face, comme ça. Et ensuite, on va importer la photo donc, de référence qu'on a faite en DNG. On glisse simplement le DNG dans le programme. Et une fois que c'est fait, le programme reconnaît tout seul la charte. Voilà, on voit que le programme tout seul voit exactement où sont les carrés dans mon image. Et juste à créer un profil en cliquant sur créer profil. Alors hop, je vais le faire avec le 2. On l'a fait une fois pour voir si ça marchait bien. Nikon D850 Mael 2. Je fais entrer et mon profil est importé. Et en fait, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller ouvrir Lightroom. On va repartir à 0. Et en fait, ce profil qui vient d'être créé va apparaître dans mon choix de profil possible dans Lightroom. Alors, avec ce qu'on vient de faire là, on n'a pas calibré le boîtier par rapport à des couleurs, on a vraiment calibré par rapport à la scène. Donc à chaque fois que vous changez de scène et d'éclairage ou de type d'éclairage, vous refaites en chaque début de série une photo avec la charte tenue devant l'appareil. Et faire ça, ça vous garantit une uniformité des couleurs sur toute la série et c'est quelque chose qui est assez important quand on a besoin d'avoir des séries très précises et encore une fois quand on a besoin d'avoir des couleurs fidèles à ce que l'on shoot. Il y a des besoins particuliers, comme je l'avais dit, pour des lookbooks par exemple de vêtements ou pour des photos d'objets. Et pour le paysage, je sais qu'en paysage, c'est très utilisé aussi. Donc voilà, on a notre photo ici qui est donc en Adobe Standard. Et maintenant, une fois que je vais dans mes profils, j'ai des profils qu'on a créés tout à l'heure. Hop, où est-ce qu'il se cache? Là, profil, Mael 2, et voilà. Et donc on voit clairement, on va zoomer là-dessus, on voit clairement une différence, hop, de couleurs. Je le mets pas, je le mets, je le mets pas, et je le mets. Et donc ça vous garantit d'avoir des couleurs très précises sur toute votre série. On nous pose souvent cette question au niveau des écrans. Donc là, c'est un petit bonus sur les écrans BenQ. C'est quoi la différence de taille entre un 27 pouces et un 32 pouces? Donc on les a mis côte à côte.
avec la même image, et on se rend compte que le 32 pouces, alors on est sur la même résolution, va nous afficher 5 cm de plus en hauteur, 6 cm de plus en largeur. En soi, ça n'a pas l'air d'être monstrueux, sauf que ça fait en gros une barre d'outils en plus et la possibilité de travailler sur des images plus grandes ou de faire des côte à côte qui vont être plus parlants. Vous vous doutez qu'on peut aussi pivoter ces écrans, bon, on ne va pas le faire ici. Et puis un dernier petit point que je voulais vous montrer, c'est que les écrans BenQ sont livrés en standard avec ce que certains appellent une casquette, qui s'appelle aussi une visière anti-reflet, et qui va permettre, si vous êtes dans des conditions de lumière qui peuvent avoir un petit peu de reflet, eh bien, de vous protéger et de créer une zone de travail qui va être bien, je ne la mets pas vraiment, mais qui va être mieux délimitée entre l'endroit où vous travaillez et l'environnement que vous avez autour de vous. Alors elle est spécialement faite avec une matière ici qui vient absorber les rayonnements lumineux. Ça s'appelle une visière anti-reflet ou une casquette. Et typiquement, c'est un truc qui vaut entre 70 et 120 € suivant les modèles. Donc sur le 32 pouces aussi, on voulait juste vous montrer ça. C'est très utile en post-prod, dans des environnements où vous ne pouvez pas toujours contrôler tout ce qui est autour de vous. Voilà sur les écrans. On a ici à la gauche, le 32 pouces SW321C. Pour mémoire, c'est celui qui a gagné le prix du meilleur écran 2020 du TIPA Award pour la photo. Et le tout nouveau SW271C. Tous les deux sont des écrans IPS, c'est le type de dalle. Mat pour la finition, ce qui est bien meilleur et qui réduit la fatigue oculaire. Ce sont des écrans tous les deux qui sont 4K, UHD, HDR. Et qui sont équipés de la toute dernière connectique USB-C, ce qui n'exclut pas bien sûr les autres connectiques DisplayPort et HDMI qui sont livrés en standard. Et comme on l'a vu avec la visière anti-reflet. Eh bien, j'espère que cette masterclass vous a plu. On arrive à la fin et on se retrouve tout de suite dans le chat pour une session de questions-réponses. Bonjour. Donc, nous sommes avec Loris. Alors, est-ce qu'on a le son de Loris? Non, c'est celle-ci. Je pense que tu m'as là. Voilà. Là, normalement, on a tout le monde. Et moi, je vais disparaître. On passe à la session questions-réponses. Donc, Loris est avec nous. Lui, il est à Metz. Moi, je suis sur Paris. Et je vais laisser la place à Loris. Tu as déjà plusieurs questions qui sont lancées. Et je te fais la place à toi, mon gars. Eh bien, déjà, merci à tous d'avoir participé à cette session d'aujourd'hui et à la session de jeudi dernier. Il y avait pas mal de monde, c'était cool. On a eu beaucoup de réactions, j'ai eu beaucoup de gentils messages par la suite et ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on a vu la session traitement et il y a plusieurs choses sur lesquelles on va revenir ensemble, surtout sur les écrans parce qu'il y a beaucoup de confusion qui se font à ce niveau-là. Mais avant tout, j'avais vu une question, j'ai les questions à côté de moi là. J'avais vu une question de Martine qui me disait, je te retrouve, que je n'avais pas mis sur une photo la ligne de force sur les yeux, et si je pouvais expliquer ce choix. Alors en fait, j'ai pas la prétention de dire que je vais inventer la photo. Il y a des règles qui existent, il y a des lignes de force, il y a la ligne des tiers, il y a des règles de composition, mais il m'arrive très souvent de les respecter ou pas. Les règles, pour moi, de composition surtout, sont des outils, sont des outils qu'on peut utiliser ou pas pour servir une photo. C'était sur la première photo, je crois que cette question m'a été posée. Je voulais pas couper la chevelure de Maël. J'imaginais qu'on avait peut-être une pochette d'album et je voulais avoir cette Maël en plein centre, vraiment, avec sa chevelure complète. Donc je n'ai pas utilisé de ligne de force sur ses yeux. J'ai pas utilisé la ligne des tiers sur cette photo-là. Alors les règles, c'est toujours bien de les comprendre parce que si on en fait des règles, c'est que quelque part ça reste assez intéressant. Mais il ne faut pas hésiter parfois à aller voir un peu ce qui se passe de chaque côté de ces règles et à les oublier de temps à autre. C'est quelque chose qui pour moi ne fait pas de mal. J'avais vu une autre question qui parlait de charte, justement. Alors, est-ce que le profil de l'appareil photo était fait avec la color checker? Donc, on l'a fait à la fin.
Euh, Comme je l'explique sur cette partie, c'est quelque chose qui est vraiment très important quand on va shooter des lookbooks de vêtements qui veulent des chartes de couleurs très précises, quand on va shooter de la repro, des objets, des œuvres d'art par exemple, quand on va shooter vraiment n'importe quelle photo qui va vouloir avoir un rendu colorimétrique très précis, mais surtout très fidèle à ce qui a été shooté. Moi, je vais sûrement en faire hurler certains, moi c'est une partie qui moi m'intéresse moyennement dans mon travail personnel, attention, hein, parce que je vais fortement, vous l'avez peut-être vu dans ces photos-là, je vais fortement tirer sur les couleurs, je vais fortement chercher des courbes. J'ai plus une vision qui est graphique que réelle dans mes photos. Ça ne me dérange pas si mes photos à moi ne reflètent pas la réalité. J'aime qu'elles reflètent ce que j'imagine, mais pas forcément ce que j'avais devant les yeux au moment du shoot. Sans pour autant aller jusque dans le montage, c'est quelque chose que je ne pratique pas. Et, euh, et, la colorimétrie, c'est vraiment pour moi, j'hésite pas à changer des couleurs si je trouve que ça rend mieux sur la photo finale. Mais on vous a quand même montré du coup en fin de vidéo pour les gens parce que c'est un besoin. Il y a des gens qui ont des jobs très précis où il faut avoir des couleurs très précises. Et dans ce cas-là, c'est vraiment très très utile. Et on a vu du coup, on m'a demandé est-ce qu'il faut utiliser la charte à chaque fois qu'on change de setup lumière? J'aurais envie de dire, vu le temps que ça prend, faites-le. Maintenant, si vous utilisez la même softbox et que vous changez juste sa place, quelque part, on devrait être à pas loin près au même résultat avec le profil de la photo d'avant. Mais vu le temps que ça prend de faire une photo avec la charte et d'exporter un profil, c'est vraiment un truc qui se fait en quelques secondes. Euh, Si vous avez vraiment un besoin fidèle sur une séance complète, faites-le à chaque fois. C'est pas quelque chose qui est vraiment très compliqué à faire. Alors ensuite, on va parler d'écran. Euh, Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et quand on parle d'écran calibré, on est vraiment dans le thème là, euh, il y a une phrase qui, je trouve, n'est pas assez dite et qui devrait être euh, comme ça sur chaque, enfin, par chaque fois qu'on va parler d'écran calibré, il est impossible d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes rendus colorimétriques de votre photo sur tous les écrans. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que il n'y a pas de technique qui vous permette de vous garantir que les gens vont avoir le même rendu que ce que vous avez chez vous. Donc, partant de là, certains pourront se dire, dans ce cas-là, à quoi sert un écran calibré? Alors, il y a deux réponses à ça, même plus, mais il y en a deux principales pour moi. Alors, la première, déjà, l'impression, elle met tout le monde d'accord. On sait maintenant qu'avec un écran calibré, on peut avoir une impression fidèle et avoir du coup un rendu similaire à ce qu'on a à l'écran sur le papier. Donc ça, déjà, rien que pour ça, l'écran calibré, il est vraiment indispensable. Maintenant, l'autre façon de voir l'écran calibré est avec justement cet écran qu'on a vu. Alors je suis désolé Hervé, mais j'arrive jamais à retenir quand il y a plein de lettres et de numéros à côté. Si tu veux, si tu veux remettre dans le chat les, euh, les références de l'écran. Oui, ou je peux Euh, les donner si tu veux. Donc SW271C, c'est le 27 pouces tout nouveau qui vient de sortir. Il est 4K. Il a un petit frère qui s'appelle le SW270C, qui est plus raisonnable, qui est un 2K et qui est autour de 799 euros TTC avec la visière et tout ce qu'il faut. Et puis on a le SW321C qui est le 32 pouces, hein, qui est forcément beaucoup, beaucoup plus grand. Voilà, c'est les trois écrans dont on peut parler. Voilà, parfait, merci. Alors du coup, j'en reviens à ce qu'on dit. Si on met de côté le côté impression, qui pour moi, qui pour moi est déjà montre rien que par là qu'il faut avoir un écran calibré. Si on met de ce côté impression de côté, même pour l'usage web, euh, il faut comprendre en fait qu'un écran tel que le BenQ qu'on vient de voir, qui est bien calibré, va nous permettre déjà à nous de voir des couleurs vraies. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que si quelqu'un qui a un écran très bas de gamme ou un écran de portable d'il y a 10 ans, il verra la photo comme nous. Ça, de toute façon, on ne pourra rien y faire. Mais par contre, le... cet écran a une petite molette en dessous. C'est vrai qu'on ne l'a pas bien montré
sur le live et dans cette vidéo, on va en reparler. Cet écran, il a une petite télécommande et sur lequel on peut passer d'un mode d'affichage à l'autre. On peut afficher du Adobe RGB, on peut afficher du sRGB et ça nous permet en fait de passer d'un mode voir ce que va donner notre photo une fois qu'elle sera sur les réseaux. Ça veut donc dire qu'on peut en quelque sorte devancer les problèmes. Si on sait que notre photo va être directement vue sur Internet et beaucoup plus vue sur Internet que sur une impression, on peut passer dans un mode d'affichage qui est fait pour Internet et du coup, on va pouvoir devancer un petit peu les problèmes de dominance que va générer ce profil. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool parce que ça veut dire qu'on peut, avec ce même écran, du coup, préparer au besoin, s'il y a une expo qui doit être faite ou autre, un fichier pour l'impression et un fichier pour le web. Et ça nous permet quand même d'avoir plus la main sur ce que vont voir les gens, mais bien qu'encore une fois, je le répète, on ne peut pas, euh, on ne peut pas afficher la même photo sur tous les écrans du monde. Ce n'est pas possible. Mais du coup, avec ce genre de technologie, ben, on peut euh, se prémunir contre ce genre de soucis et on peut visualiser notre photo sur plusieurs espaces couleurs différents pour un peu ce qui va se passer dans certains cas. Mais quelqu'un qui aura un écran d'il y a 10 ans très bas de gamme continuera à avoir une dominante. Très récemment, par exemple, ça m'est arrivé, j'étais avec une amie, elle était sur mon Instagram, donc sur mon compte, elle me montre une photo et elle me dit ah, cette photo est géniale. Et quand je l'ai regardée, j'ai dit mais cette photo est dégueulasse. Qu'est-ce que tu as fait à ma photo? Et en fait, elle avait un filtre anti-lumière bleue sur son téléphone qui s'appelle le filtre anti. Enfin, je sais plus, c'est quelque chose soi-disant pour ne pas nous fatiguer les yeux. Mais ça nous met un filtre jaune sur l'écran et ça dénature toutes les photos. Et donc, rien que ça vous permet de vous rendre compte que c'est une utopie de penser qu'on pourra voir notre photo telle qu'on la voit nous, euh, et ben, sur tous les écrans du monde. Alors après, je sais que ce côté calibration, certains y voient un côté un peu élitiste. Moi, je suis passé sur écran calibré, je vois la différence. Au début, ça peut même paraître décourageant, parce qu'on se dit, eh, mais mon écran que j'ai payé plus cher, il m'affiche mes photos moins bien. Mais non, parce qu'en fait, cet écran, il m'affiche mes photos vraies. Et ça, c'est un cheminement. Je pense qu'il faut le comprendre. Et une fois qu'on le comprend, ça devient un outil très puissant euh, pour le développement des photos. C'est ça. Et tu as une personne qui disait, ce qui est important aussi avec l'écran calibré, c'est qu'il va me donner plus de détails dans les traits sombres et les traits clairs que tu ne pourrais pas voir autrement. C'est-à-dire, d'une part, l'écran il est plus cruel, c'est-à-dire il montre vraiment la gueule de ta photo, y compris les trucs qui ne sont pas parfaits, et puis il te donne accès à plus d'informations sur les teintes saturées, sur les dégradés, et en couleur comme en noir et blanc, et effectivement aussi dans les bleus et les verts. Et puis ce qu'on disait, c'est... zut, j'ai perdu le film, voilà. Si, c'est bien sûr le... bon, bah tant pis. Vas-y. Je vais rebondir là-dessus. Euh, Ces écrans vont nous permettre d'avoir plus d'informations sur nos images, et donc de pouvoir mieux traiter nos fichiers. Mais encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est important. Je m'attraque toujours les gens là-dessus parce que j'adore avoir un discours très droit et très honnête. Il va falloir aussi faire le deuil de ces détails que vous allez voir et que d'autres personnes ne verront peut-être pas. Euh, pour faire le parallèle avec la musique, parce que j'ai été dans le milieu de la musique pendant longtemps, ce serait un peu comme avoir un fichier audio de très bonne qualité, avec une très haute résolution, que certains vont pouvoir écouter avec une finesse exceptionnelle parce qu'ils auront un système de son qui restitue très bien le son, et d'autres qui vont écouter ça dans la bagnole et qui n'entendront pas tous les détails techniques. Et encore une fois, le mastering audio pour moi et la retouche photo, ça se rejoint très fortement. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, quelque part, d'avoir le fichier le plus propre et chic possible, mais qu'il va falloir quand même garder en tête qu'il y a un moment où, si on veut avoir un fichier grand public, il va falloir l'adapter à tout type d'écran. Et c'est vraiment là que rentre en compte ce côté d'avoir plusieurs profils colorimétriques qui peuvent s'afficher sur le même écran, passer d'un à l'autre, et comprendre que parfois, eh ben, il faudra faire des concessions et des choix qui vont différer selon ce qu'on va proposer, si c'est sur papier, ou si c'est sur le web, si c'est sur les deux. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde.
Super. Et donc, on peut rajouter effectivement que le but de notre écran calibré, c'est qu'il soit un vrai juge de paix. On peut du coup travailler dessus. Et comme tu l'expliquais, il y a la petite molette qui permet de simuler à l'écran aussi une sortie sRGB. Et donc, on va peut-être avoir moins justement ces couleurs additionnelles qu'on a avec l'Adobe RGB qui sont dans le bleu, le vert. Mais comme ça nous donne une idée. On va éventuellement les retravailler pour être sûr qu'elles passent bien pour quelqu'un qui a un écran qui n'est pas de super qualité. L'autre intérêt, tu l'avais dit dès le départ, c'est simuler à l'écran la sortie papier. Et là, on peut, en utilisant par exemple dans Photoshop la fonction format d'épreuve, personnalisé, on peut mettre le profil spécifique du papier et de l'imprimante et on va voir à l'écran toutes les couleurs qui sont exploitables. Et on peut faire apparaître en hachuré les couleurs qui ne sont pas imprimables sur ce papier-là. Et ça peut être intéressant pour certains, si vous faites une exposition par exemple, et vous pouvez soit changer de papier, soit ajuster justement ces teintes-là et voir comment vous faites pour que ces couleurs rentrent par rapport au profil de papier que vous avez choisi. Ça s'appelle l'épreuvage. Ce n'est possible, ça, de faire de l'épreuvage exclusivement que sur un écran Adobe RGB 98 d'un certain niveau, comme ce qu'on propose avec les BenQ, et qui soit calibré. Si on n'a pas ces deux paramètres, l'épreuvage écran ne sert à rien, c'est du foutage de gueule, vous ne pourrez pas simuler votre sortie papier. Parce que le papier n'a pas les mêmes dynamiques de couleurs que votre écran normal, un écran classique, par exemple de portable, il est trop court sur certaines teintes. Donc c'est pas peut-être pour tout le monde, ni pour tout le temps, mais voilà les bénéfices qu'on va pouvoir en retirer. Des couleurs vraies, un écran qui permet de simuler les choses, qui peut le plus, peut le moins. Si on peut simuler l'Adobe RGB, on peut aussi simuler le sRGB. Et puis ce que tu avais dit aussi pendant la petite vidéo qu'on a vue, c'est que ces écrans, ils ont quand même une dalle mat. Et moi, je vais brancher mon téléphone. Vas-y, tu peux continuer. Désolé, mais il faut que je... C'est pas grave. Tu as utilisé une dalle mat. Ah bah, du coup, je vais réapparaître, moi, si vous voulez. Youpi. Hop là. Donc, quand on utilise cette solution, on va avoir une dalle aussi qui est mat, très homogène pour les écrans haut de gamme. Il n'y a pas que BenQ comme marque. On peut citer NEC Mitsubishi qui a des très bons écrans, les écrans de la gamme ISO, et c'est vous qui ferez un petit peu votre marché. Mais ce qui est important, c'est qu'un écran graphique calibrable qui couvre Adobe RGB 98 au moins, je dirais à 97%. Alors là, nous, on a des produits qui sont à 99, mais bon, on n'est pas obligé d'être excessif. On va pouvoir avoir des écrans qui ont aussi un gros avantage, c'est qu'ils sont beaucoup moins fatigants pour vos yeux. Et la fatigue oculaire, ça tu l'as couvert un tout petit peu avant, Loris, c'est très important si vous travaillez sur des longues séries d'images. Vous vous doutez bien que si vous êtes 8 heures devant votre écran, un écran qui est bien calibré, typiquement, il va envoyer moins de lumière dans vos yeux, il va envoyer moins de lumière bleue dans vos yeux, et on sait parfaitement que la lumière, et notamment les lumières bleues, sont les plus agressives pour votre œil. Donc en termes de fatigue oculaire, ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose qui vous permet de travailler plus longtemps, et comme on l'a expliqué avant, avec plus de précision. Voilà, je repasse la parole à Loris. T'es paré? Ah, il ajuste son téléphone. On peut passer d'un profil à l'autre avec Windows. Oui, les profils, ils sont faits pour pouvoir être... qu'on puisse passer d'un profil à un autre, pour pouvoir simuler justement les conditions qu'on puisse rencontrer, aussi bien sur macOS que sous Windows. Allez, j'enlève ma petite caméra. Ah, je suis de retour. Donc je parlais de l'intérêt en termes de fatigue oculaire aussi, donc c'est pas la peine de couvrir à nouveau ce sujet-là. Je peux le couvrir parce que je suis un utilisateur. Comme vous l'avez vite compris, moi je suis utilisateur. J'ai pas ce profil technicien très pointu qu'ARV, mais je peux vous dire que depuis que je suis passé sur Dalmat, je fatigue moins. Je peux faire des sessions de retouche plus longues. C'est vraiment agréable, c'est très agréable. Je viens de voir, on peut passer d'un profil à Windows avec Windows. Ça, je ne sais pas. Hervé pourra peut-être mieux. Alors, sous Windows, on peut passer d'un profil à un autre. Par contre,
le navigateur des vignettes de Windows, on ne peut pas lui faire prendre en compte les profils. Ne me demandez pas pourquoi. Vous pourrez le faire avec des logiciels gratuits, avec plein de choses. Mais sous Windows, le petit outil, vous savez, pour lire les vignettes JPEG, c'est une catastrophe. Évitez-le à tout prix. De la même manière, certaines des icônes du dock dans Windows sont super saturées. J'ai pas forcément une solution pour ça. Quand vous ouvrez votre fichier, votre image, dans Lightroom ou dans Photoshop, vous n'aurez pas ces soucis, puisque les logiciels graphiques prennent en charge les profils ICC que vous aurez créés. Vas-y. Une question de Jean-Jacques, je pense que là, clairement, c'est toi qui dois répondre. Faut-il développer son fichier RAW en affichage sRVB ou restant RGB et faire à tâtons son développement pour avoir une impression plus proche de la sortie papier? Je sais que niveau impression, tu es beaucoup plus calé que moi. Moi, quand je fais développer, je passe par un labo et qui je fais des échanges, mais je sais que toi, tu es très pointu, donc je te laisse répondre à ça. Bah, déjà, quand vous shootez au niveau de votre boîtier, vous pouvez vous mettre en Adobe RVB. Ça mange pas de pain. Au moment du développement du fichier RAW, si vous castrez vos couleurs en sRVB, bah, il va vous en manquer, donc ce serait dommage. Donc Adobe RVB, comme on expliquait, qui peut le plus, peut le moins. Et il faut savoir que les imprimantes récentes, hein, je parle d'imprimantes Epson pour la photo, Canon pour la photo, vous allez trouver qui ont 8, 10, 12 couleurs, des fois plus, elles sont capables d'avoir des teintes produites à l'impression qui vont bien au-delà de sRVB. Et c'est pour ça que l'Adobe RVB, depuis 1998, s'impose progressivement, parce qu'il permet de travailler sur des couleurs qui correspondent à ce qu'on fait sur une imprimante jet d'encre photo. Et ces imprimantes ont fortement évolué. Alors c'est les imprimantes elles-mêmes, la capacité de certains papiers et les technologies d'encre qui aujourd'hui ont une très bonne durée de vie, mais aussi une très bonne gamme de couleurs. Et travaillant en Adobe RVB, le développement, de toute façon vous allez le faire dans Camera Raw, et c'est vous qui prendrez les choix de paramètres. Vous pouvez aussi utiliser d'autres logiciels, hein, Capture One qui pilote très très bien les couleurs, les produits DxO, et ça je vous renvoie à l'éditeur de ces logiciels qui savent prendre en charge tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, en 2021, travailler en sRVB au début, c'est intéressant que si vous savez que vos photos, vous allez les utiliser exclusivement pour le web. Pourquoi pas? Vous simplifiez la vie si vous faites ça. Si par contre, à un moment ou à un autre, certaines de vos photos, parce que vous en faites des belles, eh bien, elles se retrouvent à un moment, parce que vous allez les faire en tirage, que ce soit les portraits qu'on a vus de Loris ou d'autres choses, ce serait dommage de les castrer au départ, parce que vous ne retrouverez plus jamais la qualité. Donc, démarrez en Adobe RVB, quitte ensuite à faire des sous-versions en sRVB si vous devez livrer des photos pour le site web de votre client. C'est pas un problème ça, hein. On peut tout à fait ensuite réduire la qualité. C'est le cas hein, entre Adobe et sRVB pour la gamme des couleurs. Il y a une intervention de Frédéric qui va me permettre encore une fois d'appuyer le propos que j'ai depuis le début sur le calibrage. Il dit l'intérêt du calibrage, c'est quand même aussi de pouvoir parler de la même image entre deux interlocuteurs. Alors oui, c'est exactement ça, sous couvert que ces deux interlocuteurs aient des écrans calibrés. Et en fait, c'est encore une fois, c'est pour ça que la calibration est importante dans le milieu pro, parce qu'on va en effet parler de la même image. Parce que ça m'est déjà arrivé hein, que j'envoie des images à des artistes, par exemple, en me disant ah tiens, c'est un peu trop rouge. Je dis oui, mais t'as regardé sur quoi? C'est pour ça que, encore une fois, le commentaire de Frédéric est très très pertinent. Ça nous permet, la calibration, de parler de la même image entre deux interlocuteurs, sous réserve que ces deux interlocuteurs aient des écrans calibrés. Et je pense que c'est de là que vient ce petit côté un peu élitiste qu'on donne des fois gentiment sur les forums ou sur les groupes Facebook à des gens qui calibrent leurs fichiers, parce que je vois souvent des gens, je passe trop de temps sur Facebook la nuit, je vois des gens qui disent, il y a des fois des combats, genre oui mais ta photo est bouchée, oui mais est-ce que tu as un écran calibré? Oui mais non parce qu'elle ne devrait pas être bouchée. Enfin, c'est des débats sans fin, mais en effet, dans le milieu pro, avoir des écrans calibrés, ça facilite grandement les échanges, évidemment. Il y a des questions autour des tireurs. Alors, il existe beaucoup de différents types de tirage photo. Pour les labos qui font du tirage photo avec des papiers fine art, que ce soit Picto, que ce soit Art Photo Lab ou d'autres, tous travaillent en Adobe RVB
ou sont capables. Si vous leur demandez de travailler en SRVB, c'est sûr, hein, ils peuvent, hein, c'est pas dur, mais tous sont capables et se rendent tout à fait compte de la dynamique de couleur qu'on va pouvoir piloter en faisant ça. Et attention, hein, c'est valable pour la couleur, mais même pour le noir et blanc, on va pouvoir travailler mieux sur la gradation des tons, sur un dégradé de gris, à partir d'un fichier Adobe RVB que SRVB. Voilà, ça paraît fou, mais la gestion de la couleur, c'est bien entendu pas uniquement les couleurs à proprement parler. Et on a une question de Didier, pareil, qui dit qu'il peut travailler des fois à la lumière du jour et des fois à la lumière artificielle. Est-ce qu'il lui faudrait deux profils d'écran suivant s'il travaille en plein jour ou s'il travaille à la lumière artificielle le soir, par exemple? Moi, j'aurais envie de dire que juste que ce qu'on a vu ensemble, parce que tu m'as quand même beaucoup appris depuis quelques années, je connais Hervé depuis quelques années, et je lui ai posé à lui toutes ces questions, parce que au début, je nageais complètement, il y a 4-5 ans. Euh, J'aurais envie de dire que oui, parce que la luminosité de la pièce va changer le rendu de l'écran et que la teinte de l'éclairage aussi, quelque part. Donc moi, dis-moi si je me trompe. Non, non, c'est très bien. Deux solutions. Effectivement, j'ai pas mal de photographes professionnels. Si on ne peut pas contrôler la lumière de sa pièce, alors pourquoi ne pas faire effectivement un profil jour, un profil nuit par exemple? J'ai des gens qui font ça parce que les conditions de lumière de leur pièce varient fortement entre le jour et la nuit. L'autre solution, c'est de se mettre dans une pièce faiblement éclairée, des conditions de lumière contrôlées, avec une visière anti-reflet, et du coup on a besoin que d'un seul profil. Mais ça sous-entend que quand tu fais ta retouche, bah, peut-être que tu as mis des rideaux à tes fenêtres, que tu as fermé tes volets, et suivant que tu travailles seul, bon, ok, tant mieux, mais il y a aussi des tas de photographes qui sont dans un lieu, ils peuvent faire partie d'un collectif, ou quand ils font leur retouche, il y a d'autres personnes dans la pièce, ils ne peuvent pas s'amuser à éteindre toutes les lumières et fermer les rideaux, quoi. Donc les deux solutions existent. L'idéal, c'est de pouvoir contrôler à la source les conditions de lumière de la pièce où on fait la retouche. Rappelez-vous, ce qu'on vous a indiqué, c'est typiquement un environnement lumineux où la lumière est faible. On voit tout juste son clavier et sa souris. Et par rapport à la luminosité de la pièce, qui se mesure en lux, eh bien la valeur parfaite, ce serait d'être 30 points en dessous. C'est-à-dire que si vous avez une pièce qui est éclairée par exemple à 120 lux, ça c'est la luminosité ambiance de la pièce, il faudrait vous mettre à 90 candela par mètre carré en termes de luminance écran. Mais là on est en train de parler de peaufinage, hein. Et oui, j'ai aussi des photographes qui ont deux réglages. Le jour, parce qu'ils ont une lumière du jour qui est intense dans la pièce, et de nuit ils ont un autre réglage et ils ont effectivement deux profils. C'est à vous de voir, faites le test, hein. L'idéal, c'est quand même de mobiliser une pièce qui ne changerait pas de type de lumière entre vos différents moments où vous faites votre retouche. Okay. Et la réponse, les photographeurs sont en pièces sans fenêtre, hein, je confirme, hein, mes plus extrémistes, que j'appelle mes ayatollahs de la couleur, eh bien ils ont une pièce où tous les murs sont peints en gris, il y a une lumière type lumière du jour indirecte, et il y a une grosse horloge au mur, puisque tu ne sais pas l'heure de la journée qu'il est, quoi. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce. Et ça, c'est les gens qui sont en travail permanent de retouche, hein, c'est des professionnels de la retouche photo. Ok. Ben, je pense je vois pas de nouvelles questions. Ah, quelqu'un dit qu'on n'a plus de son. Je sais pas si on a encore du son du coup, ou si c'est un problème de Didier ou si c'est général. Je pense qu'on aurait... Pour moi, il y a encore du son, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, Frédéric nous redit, histoire de rire, il y a quand même une chose qui n'est jamais tout à fait calibrée de la même manière d'une personne à l'autre, c'est l'œil. Vrai, terriblement vrai. Combien de fois je travaille tard la nuit, je fais du talonnage vidéo aussi, de plus en plus, et combien de fois, eh ben, le lendemain, je regarde et je reprends les courbes avec des yeux neufs. Euh, s'il- alors, on a toujours des projets plus importants que d'autres, évidemment, mais s'il y a un projet que vous devez rendre de manière très importante, faites une pause avant de le rendre et regardez-le avec des yeux tout neufs, dans les mêmes conditions, mais avec des yeux neufs un peu plus tard, ça fait du bien. C'est souvent, quand on passe plusieurs heures devant un écran, à la fin, en effet, c'est les yeux qui ne sont plus calibrés. Et je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. C'est pour ça que pour le calibrage, on ne peut pas se fier à son œil, puisque suivant que tu as un début de rhume, que tu es fatigué, que peu importe, hein, y a plein de paramètres,
ou tout simplement que tu aies sur une étagère au-dessus de ton écran une brochette de petits Pikachu jaune fluo, ça va changer ta perception des couleurs sur ton écran qui est ton espace de travail. Et c'est pour ça que les sondes sont beaucoup plus fiables puisque elles ne sont pas soumises à tous ces changements de fatigue, de rhume et autres, et elles vont donner toujours le même résultat dans les mêmes conditions. Ouais. D'où l'idée de calibrer son écran, bah voilà, une fois tous les mois, Oui. avec un petit rappel. Ouais, et donc, je disais que ce que Frédéric voulait dire, à mon avis, je suis d'accord avec lui, c'est que même avec un écran calibré, faut pas oublier qu'il y a des fois, faut se Ah, reposer quand même. Et d'une puis, part, et puis c'est indispensable de comprendre que d'un moment à un autre, on puisse percevoir des couleurs différentes, alors même qu'on regarde le même fichier, et de la même manière, là, on dit les goûts et les couleurs, d'une personne à une autre, la perception des couleurs et le goût va être très différent. Mais c'est pour certains, ils ont l'impression qu'on a tous un œil absolu, c'est très très loin d'être le cas, et il faut comprendre ça, qu'il y a des variations, alors qu'on regarde le même fichier, ou à trois personnes on regarde le même fichier, on ne va pas voir les mêmes choses. C'est la nature humaine, c'est l'aspect perceptif de la couleur. Quand on aura l'occasion, je vous referai un petit topo là-dessus, puisque j'ai même des tests visuels. ok, ok. Yves nous demande s'il y a des réglages fins, parce qu'il a deux écrans identiques, équilibrés. Je pense qu'il a voulu marquer calibré, et il y perçoit de petites différences. Euh, est-ce qu'il y a des réglages plus fins, ou est-ce que peut-être qu'une dalle est fatiguée, je ne sais pas. Enfin, ça c'est encore une fois, c'est toi le technicien hardware. Alors, il y a deux choses différentes ici dans les questions. L'impression m'apparaît plus sombre que l'image à l'écran. C'est un classique, c'est probablement que votre écran est trop lumineux. C'est-à-dire que si vous l'avez bien calibré en visant par exemple, je vais dire 90 ou 100 candela, normalement votre écran va être peu lumineux et vous n'allez, si vous utilisez ça comme réglage, vous ne devriez pas avoir d'écart au moment de l'impression. Si par contre votre écran est trop lumineux, qu'est-ce qui va se passer? À l'écran, vous allez essayer de retoucher votre image. Vous allez réduire la lumière de votre image, puisque votre écran envoie trop de lumière. Vous allez vous battre pour compenser le fait qu'il vous envoie trop de lumière. Et du coup, au tirage, eh ben, c'est enterré. C'est un grand classique. L'autre chose, après, il faudra regarder tout votre processus. Vérifiez bien que vous imprimez depuis Photoshop et non pas en utilisant les paramètres du fabricant d'imprimante, parce que ça peut aussi jouer. Donc ça, c'est un classique. Et quand on a plusieurs écrans, il faut savoir que chaque technologie d'écran, même dans la même marque, entre un modèle et un autre, eh ben, peut faire qu'un écran il n'a pas la même dynamique que l'autre. Et donc il aura peut-être un petit peu plus de vert d'un côté, l'autre il aura peut-être un petit peu plus de rouge. Mon conseil, il est très simple, vous ne pourrez jamais les matcher exactement, ou plutôt si vous le faites, vous allez vous conformer au plus faible, au plus mauvais des deux. Donc le gain, il n'est pas dément. Donc la bonne solution, la bonne démarche, c'est d'identifier celui qui a la plus grande dynamique de couleur, de le calibrer aux petits oignons, et quand on est content de ça, on calibre à ce moment-là le deuxième, et si nécessaire, on vient ajuster les valeurs des K, les Kelvin, donc la température de couleur, pour le matcher le plus proche possible. C'est pas scientifique, c'est une approche pragmatique, mais qui fonctionne plutôt bien. J'ai fait de nombreux tests sur le calibrage multi-écran, et à moins d'y passer une journée et demie, c'est un enfer de faire que deux écrans soient quasi identiques. Mais l'approche que je viens de vous donner, elle est pragmatique, elle prend quand même moins de temps et elle est à la portée de tout le monde. Il suffit d'une sonde et de différents écrans. Or, on n'achète pas deux écrans identiques du même modèle avec la même référence le même jour. En général, on a un écran qui a quelques années puis un plus récent. C'est la majorité des personnes. Mais avec cette approche, vous pourrez vous en sortir. Identifiez bien celui qui a la plus grande dynamique de couleur, vous le réglez bien et l'autre, vous vous débrouillez pour qu'il s'en rapproche. Et il y a une question de Philippe, avec quoi peut-on mesurer la luminosité de la pièce de retouche sans matériel trop compliqué? Est-ce que la sonde le fait? Oui. C'est fait dans le processus, hein. Tout à fait, oui. Elle te donne une idée de la valeur en luxe. Et puis, il y a un certain nombre d'autres outils, comme un posemètre, etc., qui peut te donner ce genre d'infos, même si on se le fait prêter. Et n'oubliez pas, ça, pour le coup, la puissance lumineuse de la pièce, encore une fois, un bon truc qui vous coûte rien du tout. Vous devez avoir une pièce faiblement éclairée. Il faut que vous voyez
votre, votre clavier et votre souris à peine. Quand vous êtes comme ça dans la pénombre, alors visez par exemple 90 candela, 80 candela par mètre carré si vous avez un écran pro. Ouais, petite info, un portable, si vous essayez de le caler à 80 candela par mètre carré, il ne pourra jamais le faire, donc il ne vous donnera pas de bons résultats. Il faut quand même des écrans un peu sérieux pour viser ces valeurs-là. Et regardez, si vous trouvez que c'est trop sombre, vous augmentez de 10 candela. Donc 80, si vraiment ça vous paraît un peu trop sombre, montez à 90 et regardez les résultats. Le truc, c'est que quand on fait son calibrage écran, pour 98% des gens, après le calibrage, l'écran va vous paraître trop sombre et trop terne. Ne le changez pas tout de suite. Attendez 2-3 jours que vos yeux s'habituent. Ne réagissez pas au quart de tour, ça ne sert à rien. Vous avez au niveau de votre cerveau des habitudes qui ont été prises pendant des semaines, des mois, des fois des années. Et quand vous calibrez l'écran, au début, ça vous paraît très bizarre. C'était ton cas aussi, Loris, je crois. J'allais le dire. j'allais le dire. La première fois que j'ai installé mon écran calibré, j'étais tout content. Et j'ai rappelé un pote à moi. Et je lui ai dit, c'est quoi? C'est quoi ça? Il m'a dit, bah ça, c'est tes photos, Loris. En fait, encore une fois, il faut comprendre. Et c'est très important. Et ça va rejoindre la question. C'est parfait, tout se rejoint. Quelqu'un me demande pourquoi beaucoup de photographes utilisent des Mac alors qu'ils ont des écrans brillants. Euh, Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas d'écran calibré. Et qui, quelque part, c'est un peu comme le flashmètre. Il y a des gens qui feront une carrière sans et qui s'en sortiront très bien. Les écrans Mac, moi, j'ai retouché sur un iMac pendant très longtemps parce que j'avais aucune connaissance. Bon, c'était, je me fais vieux, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, j'ai retouché sur un iMac. Et là où c'est fou, en vrai, c'est que je me posais finalement moins la question de à quoi allait ressembler ma photo sur Instagram parce que finalement, la dalle de mon Mac était assez proche d'une dalle de téléphone. Donc je pense qu'il y a des gens, surtout qui travaillent pour le web, quelque part, ne voient pas de souci à travailler sur une dalle brillante très flatteuse, parce qu'ils vont quelque part proposer ces mêmes photos sur des dalles brillantes et très flatteuses. Mais je pense, alors après je connais pas, là On peut créer un profil SRVB pour le web qui ouais, simule ça, et séparément, le jour où la même photo, tu auras gardé, si tu veux, avec tous ces paramètres et toute sa qualité, donc la même photo, tu as besoin d'en faire un tirage, et bien tu vas passer sur ton profil Adobe RVB 98 aux petits oignons, et qui ne sera pas fait pour le web, mais pour le print. Donc j'ai de plus en plus de photographes qui ont ça, ils ont créé un profil travail pour le web, et un profil Adobe RVB. bah, si on ne sait pas la destination de l'image et si on ne sait pas si elle va être imprimée, on ne sait jamais finalement. Souvent Ou au si début on ne sait pas. sur Instagram, bah, c'est vrai que pour moi c'est le meilleur moyen, comme le dit Hervé, qui peut le plus, peut le moins, autant travailler ma photo dans un espace colorimétrique le plus complet possible, faire une prévisualisation d'export pour le web, s'il faut adapter la photo pour le web, et ensuite voir ce que ça donne. Moi je sais que chaque fois que j'exporte une photo, je vais la poster sur Instagram, je sais que les gens vont de manière globale plus la voir telle que je la vois moi sur mon téléphone, bien que les dalles de téléphone sont toutes tellement différentes que c'est très chiant, mais ils vont plus avoir tendance à voir ce que je vois moi sur mon téléphone que ce que je vois moi sur mon écran calibré. Ça ne veut pas dire que mon téléphone est mon juge final, loin de là. J'ai conscience que ma photo réelle est sur mon écran calibré, mais si c'est une photo qui est très très saturée, bah, par exemple typiquement sur les gélatines, surtout qu'Instagram ça compresse, le rouge dans Instagram c'est une catastrophe, j'ai tendance à regarder ce que ça va donner sur mon téléphone et au besoin pour Instagram faire une petite modif de colorimétrie ou de contraste avant de publier quoi. Il m'arrive Voilà. souvent des V2, V3, mais très très vite fait en vrai. Alors la bonne nouvelle, parce que si moi je regarde sur les 20 dernières années, c'est que les écrans professionnels sont devenus abordables. Il faut savoir que ça valait un bras, quoi. Les premiers écrans de qualité Adobe RVB 98, je déconne pas, hein, ça valait 64 000 euros. Donc tu t'achètes un studio complet à ce budget-là. Personne il est dessus aujourd'hui. On est sur, par exemple, le 24 pouces avec sa visière anti-reflet, qui est une dalle mat IPS, qui permet le calibrage hardware, un écran qui est typiquement à 449 euros TTC. Oui, il faut acheter une sonde en plus,
mais la sonde, vous pouvez la partager entre plusieurs si vous êtes dans un collectif ou si vous êtes des photographes dans la même ville par exemple, puisqu'on a besoin de calibrer son écran une fois par mois. Mes collègues d'X-Rite, ils ne sont pas contents si je dis ça, parce qu'ils aimeraient bien en vendre plus, mais c'est pas grave, en France, beaucoup de personnes travaillent comme ça, au sein d'un club, on n'a pas besoin d'une sonde chacun, on peut en avoir une pour un certain nombre de personnes. Par contre, l'écran, ce sera vraiment votre cheval de travail, et c'est quand même une bonne nouvelle qui sont donc en dessous de 500 €. On a un 27 pouces, je l'ai indiqué tout à l'heure, autour de 799. Les versions ensuite qu'on est en train de sortir et sur lesquelles on travaille de plus en plus, ce sont des produits qui font photo et vidéo. C'est les deux écrans qu'on vous a montrés dans cette vidéo. Le 32 pouces qui est une tuerie puisqu'il est et photo et vidéo, 4K, UHD, HDR, et donc on peut l'utiliser pour la photo. Puis si vous faites une fois tous les mois ou une fois toutes les semaines comme Loris de la production vidéo, bah, vous pouvez afficher toutes vos barres de temps, les barres d'outils, les spectroscopes, etc. Parce qu'il faut pas mal d'affichage quand on fait de la vidéo. On a plusieurs, des palettes d'outils, quoi. Et la taille de l'écran va avoir une importance. Et pour la photo, un 27 pouces aujourd'hui, c'est le cœur de la demande. On a maintenant un 27 pouces 4K UHD HDR qui en plus va venir recharger même votre portable parce que la connectique USB-C le permet. Donc sur ces solutions qu'on vous a montrées, sachez que en contactant vos revendeurs habituels jusqu'au 4 avril, je sais c'est court, ça vous donne que 5 jours, ils ont tous eu des offres spéciales sur les écrans BenQ et sur les produits X-Rite en parallèle avec cette série d'événements qu'on vient de faire avec Loris pour pouvoir vous offrir des offres spéciales. Et Profoto, eux, ils ont décidé d'offrir un pack de batteries complémentaires en plus. Donc là, on vous laisse agir, hein, c'est à vous de le faire. Si vous hésitiez, c'est peut-être une opportunité pour vous de passer le cap. Et sinon, on vous a passé des infos, hein, c'était ça le but. Il y a une dernière question avant qu'on se quitte. Jean pose une question qui, à mon avis, est bonne. Je pense que j'ai la réponse, mais je vais peut-être dire une connerie, auquel cas tu es là pour pas. Tu es mon garde-fou. On parlait de la sonde de sonder la lumière ambiante et d'adapter la luminosité de l'écran en temps réel. Je me dis, mais est-ce que l'écran a un capteur? Si je dis pas de bêtises, il faut que dans ce cas-là, ta sonde elle soit branchée en permanence et qu'elle soit dans la pièce. Alors, en fait, la sonde, elle va permettre, au moment où on fait le calibrage, de prendre une mesure de la lumière ambiante, et donc tu auras une valeur en luxe. Personnellement, je ne recommande pas de laisser la sonde en permanence en train de mesurer la lumière ambiante. On peut le faire, c'est le monitoring de la lumière ambiante. Je ne le fais pas parce que je trouve beaucoup plus utile de bien établir une lumière qui soit la même dans sa pièce. Donc c'est au niveau de la pièce que ça se joue, pas au niveau de la sonde. Et si vous voulez le faire, ça veut dire que la sonde, toutes les 5-10 minutes, elle va faire une mesure de la lumière ambiante et potentiellement, elle va ajuster la luminance de votre écran pour compenser. Le souci que j'ai, c'est que vous ne savez pas exactement comment c'est fait et que si jamais, par exemple, il y a une très forte lumière ambiante, j'en sais rien, tout d'un coup tu allumes tous tes éclairages à fond, de toute façon l'écran il ne peut pas suivre, il faudrait faire plus que juste ajuster la lumière ambiante. Et pour autant il n'y a pas de message. Ça a été rajouté à une époque où un concurrent d'X-Rite avait rajouté cette fonctionnalité. C'est joli au niveau marketing. Aujourd'hui tous les photographes pros qui ont mis en place le monitoring de la lumière ambiante, au bout de 2-3 semaines, ils l'enlèvent parce que ça n'apporte pas grand chose. Si vous voulez être nickel, à ce moment-là, préférez plutôt travailler sur la luminosité de votre pièce pour qu'elle soit la même à chaque fois que vous êtes en fonction retouche, hein, encore une fois, avec des rideaux, un petit paravent que vous peignez en gris neutre, peu importe, il y a plein de techniques qui ne valent pas très cher. On en reparlera peut-être à l'occasion d'un autre événement. Voilà. Les écrans Apple, ah oui, la résolution par exemple 6K, il faut faire attention. C'est une définition du point du pixel, c'est pas pour autant qu'ils ont de très bonnes colorimétries. J'ai énormément de photographes qui effectivement travaillent sur un iMac avec un écran Apple et qui rajoutent un écran par exemple BenQ mat, je vous rappelle que ça peut quand même être utile et qui est calibrable et qui couvre 99% d'Adobe RGB et qui permet de simuler une sortie papier, ce que vous ne pourriez pas sur un écran, même s'il est 6K,
Ce qu'il y a, c'est la résolution, c'est pas la palette des couleurs à laquelle il a accès. Et en plus de ça, avec un écran brillant, glossy, vous avez un certain nombre de parasites lumineux qui vont vous empêcher de bien simuler votre photo. Donc c'est des super écrans pour regarder des films téléchargés. Donc si vous êtes, j'en sais rien, moi, vous voulez vous refaire pour la 6e fois la série de Game of Thrones, bah, quand le dragon il crache des flammes, votre voisin il fait waouh, ça en jette. Mais ce n'est pas la réalité du fichier en fait. Il faut bien comprendre ça. Les écrans glossy, les fabricants d'écrans, ils ont intérêt à les rendre glossy parce que ça fait vendre des écrans, alors qu'un photographe, c'est bien plus utile pour lui d'avoir un écran mat qui est un petit peu plus dur. Il est difficile, en fait, il vous montre votre vraie image quand il est calibré. Il est plus cruel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais vous avez vraiment la gueule de votre fichier. Alors qu'un écran glossy, comme les iMac, c'est très joli, mais ça a tendance à vous maquiller en fait votre image, la rendre plus flatteuse qu'elle n'est réellement. Voilà, c'est un choix. C'est pas par hasard hein, si les tablettes, les écrans de téléphone portable, les écrans qui sont destinés au grand public, voire même à des graphistes ou à des architectes d'intérieur, l'idée c'est plus je rends les images flatteuses, plus ils vont avoir tendance à en acheter, et c'est 17% de vente en plus, hein, si vous voulez les coulisses marketing du sujet. Nous on se bat pour que les photographes et les vidéastes puissent avoir un écran de contrôle qui leur permette de voir leur vrai fichier. Et après, vous pourrez saturer, désaturer les couleurs, vous ferez ce que vous voulez pour que l'utilisateur soit content. Mais au moins, vous pouvez voir ce que votre fichier il a dans le ventre. Je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce que tu en penses, Loris? De toute façon, le passage à l'écran calibré, pour moi, il doit s'accompagner d'une prise de conscience, déjà du fait, comme je l'ai répété 1000 fois, qu'on ne pourra jamais afficher notre photo partout avec la même colorimétrie sur les écrans qu'on ne maîtrise pas, donc ceux des gens. Et il doit s'accompagner d'une prise de conscience et du coup, quelque part, d'une envie de comprendre un peu comment ça marche et de s'adapter. Je me posais moins de questions quand j'avais un écran d'iMac, je balançais tout sur Instagram, ça marchait, mais quand j'imprimais, j'avais pas les bonnes couleurs, je savais pas pourquoi. C'est un espèce de cap à passer, il faut avoir envie hein, de le passer. Moi, je vais pas blâmer quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas envie de mettre de l'argent dans un écran, juste que si un jour il me dit qu'il a des soucis d'impression, je lui expliquerai pourquoi. Mais c'est vraiment une démarche qui doit être personnelle, je pense, et une envie de compréhension de tout ce monde qu'est l'espace colorimétrique, quoi. Ouais. Et après, il n'y a pas d'obligation et allez-y à votre rythme. Simplement, beaucoup de photographes, une fois qu'ils sont passés sur un écran, justement, avec une dalle mat, et qu'ils ont vu la différence de couleur par rapport à un écran glossy, ils ont ce côté réflexe, comme tu dis, ah ouais, alors je comprends pourquoi mon tirage, j'arrivais pas à voir les couleurs que je voulais, et une fois qu'on a fait ce travail, après, on se rend compte de ce que ça apporte. Mais voilà, chacun à son rythme. Comparez aussi vos notes avec d'autres photographes dont vous aimez le travail, écoutez, faites vos expériences si nécessaire. Je vais juste terminer, là il y a une question sur conseil pour régler un PC portable. Donc on peut calibrer un écran de portable. Est-ce que le mot calibrer est excessif? Oui. On va réduire le massacre parce qu'un écran de portable, il est un petit peu limité. Ah, il est parti, alors je vais revenir moi à ce moment-là. Hop là. Donc un écran de portable, c'est très sympa et c'est mieux de le calibrer que de ne pas le calibrer. Le réglage qui marche bien, c'est d'activer la fonction ADC, de travailler en visant 100 candela par mètre carré. Il a du mal de toute façon à aller plus bas en luminance, et à 6500 Kelvin, ce qui est un tout petit peu trop bleuté, mais au moins vous avez quelque chose d'à peu près cohérent. Si vous avez un portable un peu plus évolué, vous pouvez peut-être vous mettre à 6000 Kelvin et à 90 candela, mais je dirais 100 candela, 6500 Kelvin, et activer la fonction ADC, vous devriez avoir des résultats qui sont cohérents. Il ne sera pas forcément pour autant capable d'afficher les mêmes couleurs que votre écran
si vous avez un BenQ ou un ESO, hein, attention. Mais au moins, ce sera cohérent sur ce portable et vous pourrez faire un peu de travail. Les portables restent très utiles pour moi en tant que book pour le photographe, pour faire de l'editing, hein, faire votre choix, retirer les photos où vous avez une personne qui ferme les yeux, etc. Tout ça, ça marche très bien. Mais le travail sur la couleur tel que Loris vous l'a montré dans la session aujourd'hui, franchement, si vous avez accès à un écran que vous pouvez calibrer, vous allez y gagner et en vitesse, et en précision, et comme on l'a expliqué, avec moins de fatigue oculaire. Donc ce serait dommage de ne pas le faire. Voilà. On va peut-être terminer là-dessus. Merci beaucoup. Plein de bonnes réflexions, de bonnes réactions. On n'a pas rebondi sur chacune, mais oui, Jean, effectivement, un écran glossy, il en met partout. On a vu pas mal d'autres choses. On espère que ça vous a intéressé. On a aussi sorti au niveau d'X-Rite la toute dernière version de i1 Profiler qui pilote maintenant aussi les chipsets, les puces M1 pour macOS, avec la version de macOS Big Sur, pour ceux qui s'intéressent au niveau technique. Il y a eu des questions là-dessus la semaine dernière. Donc tout ça c'est disponible maintenant. Et le nouvel écran SW271C, il y aura plusieurs articles. Là, il vient d'être envoyé en test aujourd'hui à Arnaud Frisch, qui va pouvoir nous faire un petit topo et qui a prévu de nous faire tout un récapitulatif sur qu'est-ce qu'apporte le HDR par exemple. Voilà, donc désolé, on est un peu technique là-dessus, mais c'est pas forcément des infos qu'on trouve facilement sur internet ou en tout cas de manière précise, donc on va travailler là-dessus. Merci beaucoup à toi Loris, c'était super. Vous avez vu que les photos avec Maël, c'est assez excellent. J'espère que ça vous permet aussi d'avoir des idées pour vous, votre travail photo. Et puis je te laisse conclure si tu veux bien. Merci beaucoup à vous. Merci Lumeska de m'avoir permis de faire cette masterclass qui était vraiment cool. Et le marque partenaire, BenQ, X-Rite et Profoto qui étaient là avec nous, toi, pour l'organisation générale. Et puis merci beaucoup. Alors le live reste en ligne. On essaiera, s'il y a des questions, mettez-les dans les commentaires. J'essaierai de passer répondre, moi ou Hervé. Puis il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. Oui. Et puis vous pouvez retrouver Loris sur sa chaîne Light and Shoot, tu peux montrer, voilà, sur YouTube. Toutes les semaines, Loris produit une petite vidéo autour de l'éclairage, sous toutes ses formes. Voilà. 18h. Ça roule. À bientôt, au revoir. Et vous, au revoir.